Avant de commencer cette vidéo, je vous propose un petit jeu. Au cours de la vidéo, vous allez voir des images d'un lieu où je suis allé pendant mes vacances. Alors, pour les férus d'histoire, dans quel coin suis-je allé pendant mes vacances de Pâques? Dans les précédentes vidéos, j'ai commencé par expliquer comment devait être décidée la production dans un monde communiste et comment cette production devait être distribuée pour que cela puisse se faire de manière démocratique. Ça, c'était les deux premières vidéos de réponse que vous trouverez en lien en dessous, comme d'habitude. Dans la troisième et la quatrième vidéo, j'abordais référence à l'appui, Boritz, Friot, Lordon, un mode de fonctionnement possible de l'entreprise et comment on peut la financer dans un système communiste. Dans la cinquième, je revenais sur le rôle de l'argent, de la monnaie, dans ce système, et je finissais par la conclusion qu'il n'y avait pas moyen d'en accumuler, ni même d'entasser une quelconque masse de capital d'aucune manière. Après avoir ainsi exposé qu'en communisme il y aurait encore des entreprises et de l'argent, attaquons-nous maintenant au marché. Le marché est souvent présenté comme le lieu de la concurrence par excellence, le lieu où s'affrontent les différentes offres et où se rencontrent les différentes demandes, et où par conséquent les prix tombent, stagnent ou s'envolent en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Pourtant, historiquement, le marché n'est pas nécessairement un lieu de concurrence. C'est tout d'abord le lieu où le consommateur d'un produit ou d'un service trouve la masse disponible de l'un ou de l'autre, et le lieu où la productrice retrouve à la fois sa consommatrice potentielle et ses collègues producteurs. C'est un lieu où l'on peut comparer les méthodes de production, où l'on se réjouit ou s'inquiète du niveau de production. C'est un lieu de rencontre ou de retrouvailles puissant. Et plus ou moins consciemment, c'est sans doute la raison pour laquelle les commerces de proximité ne disparaîtront jamais tout à fait, même si le libéralisme continue de régner. Et donc, en communisme, le marché sera avant tout ce qu'il a toujours été, un lieu de rencontre des productrices et des consommateurs, des consommatrices et des producteurs. Dès lors, le marché n'est pas cet acteur abstrait qui décide par la loi de l'offre et de la demande de ce qui est vendu et à quel prix. En communisme, comme d'ailleurs historiquement, le marché est ce lieu physique, même s'il est parfois sur Internet, où l'ensemble des producteurs, distributeurs font connaître ce dont ils disposent comme produits et services qui pourraient être acquis par les consommatrices et vice-versa. On a expliqué par ailleurs, notamment dans la deuxième vidéo, les différents statuts des produits essentiels gratuits, essentiels subventionnés et superflus, ainsi que dans la cinquième vidéo pourquoi le prix des produits n'implique plus la nécessité de faire du profit, chose qui est également développée dans les troisième et quatrième vidéos sur l'entreprise et son financement. Et donc, sur le marché communiste, les prix sont fixés par les coûts et non par la loi de l'offre et de la demande. Et la seule variable d'ajustement des prix, ce sont les subventionnements et les décisions prises démocratiquement de mettre tel ou tel produit ou service à disposition moins cher que son coût, voire gratuitement. Comment? Un marché avec une régulation des prix? Mais comment est-ce possible? C'est que c'est déjà largement possible. Prenez le marché des médecins dans les systèmes de médecine mutualisés ou conventionnés, comme en Belgique ou en France. Même dans nos belles sociétés libérales, de nombreux produits ont vu régulièrement leur prix fixé par une autorité supérieure. Cette régulation fait d'ailleurs un retour fracassant en cette année 2022 dans les discours politiques en raison du contexte de crise multiple. Mais il n'est pas besoin de crise pour justifier de la régulation et même de la fixation des prix, parce qu'en communisme en fait, il n'y a plus de raison de laisser les prix jouer avec la loi de l'offre et de la demande ou de se soumettre à la nécessité pour les entreprises de faire du profit. Dans les vidéos précédentes, on a expliqué comment le crédit et la spéculation disparaissent, comment les entreprises sont financées par subventionnement, lequel permet aux entrepreneurs et entrepreneuses de s'asseoir dans un certain confort d'esprit et de ne plus devoir courir derrière l'argent, même pour elles-mêmes, puisque leurs revenus sont fixés par un salaire, quelles que soient leurs activités. Et ce salaire ne bouge pas. En communisme, non seulement le profit n'est plus nécessaire, mais il est carrément inutile et disparaîtra. La bonne santé d'une entreprise de production ne se mesurera pas au profit dégagé ou au chiffre d'affaires avant ou après impôt, mais à sa capacité à satisfaire les besoins des consommateurs et consommatrices. Parmi d'autres entreprises, évidemment, publiques ou privées, tout en veillant à d'autres critères, tels que le contrôle des ressources, les externalités et les méthodes de production. Parmi ces méthodes, on comptera notamment les conditions de travail. Plus ces conditions seront bonnes, plus l'entreprise sera subventionnée. C'est logique, puisqu'il vaut mieux éviter que les travailleuses et travailleurs souffrent en produisant. Si les conditions sont moins bonnes, il faudra encourager les travailleurs et travailleuses en trouvant d'autres formules. Si les conditions sont insupportables, c'est que le produit ou le service n'était pas si nécessaire. Avant toute chose, puisque le profit n'est plus l'objectif d'une entreprise, mais bien la production et l'émancipation matérielle, le travail ne pourra plus être une souffrance. Et donc, les conditions de travail figurent en bonne place dans l'évaluation des coûts à côté de l'exploitation des matières premières et des nécessités énergétiques. L'ensemble de ces critères permettra d'évaluer le coût total. Attention, on ne calcule pas le coût à la manière d'une comptabilité libérale, puisqu'on prend en compte d'un côté des matières premières non renouvelables, comme un bien à ne pas gaspiller, d'un autre côté la dépense la plus prudente d'énergie. Bref, on veillera à l'impact sur la nature le moins grand possible. Par contre, un critère moins grave, c'est la quantité de travail.
En effet, si la main-d'œuvre est disponible, tant qu'elle n'est pas gaspillée, ni surtout honteusement exploitée, ça n'a pas d'importance. De toute façon, tout le monde recevra son salaire. Autrement dit, si le schtroumpf bricoleur passe trop de temps à la réparation de tous les outils de ses copains schtroumpfs, il demandera au schtroumpf bêta, au schtroumpf costaud et au schtroumpf paresseux de lui donner un coup de main. Bref, nous allons tirer autant les leçons de Marx et Kropotkin que celles des écologistes radicaux. Un bien produit par plein de gens, mais dont la fabrication ne demande que très peu d'énergie fossile et peu de matières premières coûtera moins cher qu'un bien fabriqué presque sans main-d'œuvre, mais en polluant et en utilisant plein de matières premières. Et bien sûr, on préférera toujours que 2 personnes travaillent 4 heures plutôt qu'une seule travaille 8. De toute façon, elles toucheront le même salaire. Autant qu'aucune ne se fatigue de trop et qu'aucune ne soit larguée sur le chemin. Revenons à notre marché. Celui-ci n'aura plus pour fonction de permettre à un bon communicant de vendre n'importe quel produit, quelles que soient ses qualités, mais d'informer les consommateurs, les consommatrices et les entreprises de ce qui existe de disponible en termes de produits dont elles ont besoin. Elles sauront dans quelles conditions les produits et services auront été réalisés. Sur un marché, il ne s'agira plus de gagner des parts de marché, mais de s'informer sur les méthodes utilisées par les autres entreprises pour se demander si l'on peut encore améliorer sa propre production. Non pas pour éclater le concurrent, mais soit pour améliorer son propre mode de production, soit éventuellement pour renoncer à sa production, si celle-ci se fait dans de moins bonnes conditions que les autres et qu'elle fait doublon. Et ce, sans se lamenter, puisque ce n'est toujours pas de la vente de ces produits et services que dépendent le salaire ou le revenu de chacune et chacun. À charge des personnes de l'entreprise qui se met en fin d'activité de se trouver autre chose à faire. Et sans pression, juste par désir de faire pour la communauté. Reprenons encore. Le marché permet non pas de faire varier les prix en fonction de l'offre et de la demande, mais d'apprendre aux consommateurs, consommatrices et aux entreprises ce qu'elles peuvent trouver et aux producteurs dans quelle mesure il y aurait moyen d'améliorer la production, mais aussi ce dont les consommateurs, consommatrices et entreprises ont besoin. Prenons un exemple. Un fabricant d'outillage qui a besoin de matières premières et de ressources particulières trouvera sur les plateformes d'échange, sans doute plus que sur la place du village, ce dont il a besoin pour fabriquer ses vis, ses tournevis, ses scies, ses marteaux. Il trouvera tous les métaux, le bois, les matières synthétiques, les batteries et appareils électriques dont il a besoin pour finaliser la production des objets qu'il mettra ensuite en vente. C'est d'ailleurs ici qu'au prix d'un paradoxe qui n'est qu'apparent, Frédéric Lordon nous incite dans son œuvre à nous emparer des plateformes de distribution qui tentent actuellement de nous soumettre à leur pouvoir gigantesque, et dont je ne ferai pas ici la publicité, mais que vous reconnaîtrez si je fais référence par exemple à un aventurier des mille et une nuits ou à un peuple de femmes indépendantes. Mettons la somme des fabricants d'outillage d'un espace plus ou moins large. Ils feront connaître leurs besoins sur le marché, ce qui permettra à la somme de leurs fournisseurs potentiels de réaliser quelle est la demande et de se concentrer ensemble pour restreindre ou augmenter l'offre, en fonction de ses besoins. Évidemment, pour aboutir à cela, il faudra privilégier non pas la concurrence, mais la concertation, donc la solidarité. Mais cela permettra aussi d'éviter le gaspillage de production inhérent à la lutte des producteurs qui ne se concertent pas dans un milieu en concurrence. On pourrait prendre l'exemple de la boulangerie, de la production agricole, de la construction de logements, du partage des véhicules individuels, de la fabrication des machines, de leur entretien, les services à la personne, des services aux entreprises. Le marché permet donc, paradoxalement encore, si l'on considère à quoi il sert aujourd'hui, à réduire notre impact sur la planète. Mais évidemment, même si le marché est toujours là, on ne pourra plus parler d'économie de marché. La référence de cette expression est bien trop lourde. Économie de marché, ça rappelle beaucoup trop concurrence, loi de l'offre et de la demande, part de marché, exploitation, patronat, libéralisme, capitalisme, etc. Toutes des notions qui doivent disparaître. Benoît Boritz parle d'économie des communs. J'aime bien l'expression, mais on a le temps évidemment. Il est possible que certaines activités échappent à ces mécanismes et nécessitent la prise de décisions stratégiques qui réclameront des structures encore importantes, peut-être à l'échelle nationale ou internationale. C'est en tout cas là-dessus que réfléchit Frédéric Lordon. Je pense ici à l'exploitation des matières premières, principalement l'extraction des biens minéraux ou des énergies fossiles qui risquent d'être encore nécessaires d'ici à la fin de la transition énergétique, mais aussi à l'exploitation des terres, forêts, rivières et animaux à travers le monde, à la gestion des réseaux de distribution de l'eau, et enfin à la production d'énergie en suffisance pour éviter un trop grand recul de niveau de vie, sans compter évidemment les grands réseaux de transport. Je le répète donc, je n'en sais rien. J'ai bien des petites idées, mais qui pourraient rencontrer des obstacles idéologiques. Et comme je ne cherche pas à imposer mes vues, mais à trouver un auditorat de personnes le plus large possible qui pourraient réfléchir à leur tour et combler les trous qui me restent en vue d'une vraie transformation concrète, je ne veux surtout pas partager des doutes qui ne pourraient qu'envenimer les choses.
Voilà, c'est fini pour cette 6e vidéo de réponse. Les 2 dernières du cycle de 8 vidéos de réponse devraient venir en juillet ou en août. Cela dépendra de mes disponibilités. En attendant, n'hésitez pas à partager, mais aussi à commenter et critiquer. Et on finit sur le temple du Forama.